Rebonjour, nous voilà partis pour une nouvelle réflexion sur les mobilités. Les mobilités, vous le savez, c'est essentiel puisque les transports représentent presque 30% des gaz à effet de serre. Et la transition est quand même quelque chose de très complexe. Donc nous avons ici pour en discuter eh bien, une économiste qui travaille aussi beaucoup sur l'aviation, mais qui a aussi une réflexion évidemment sur toutes ces mutations qu'on voit apparaître sur le transport. Donc Estelle Mala-Volti, qui est chercheur à la Toulouse School of Economics, et Benoît Lanus qui est le président, je ne sais pas si c'est ça, président d'une association qui s'appelle Rallumons l'étoile. Et c'est une association indépendante politiquement. Ils viennent me dire que c'est une association qui réunit aussi bien les représentants du MEDEF que de qui d'autre que de France Nature Environnement. Donc voilà, le spectre est assez large et qui promeut la création d'une sorte de RER toulousain face aux problèmes de circulation que vous avez peut-être tous d'ailleurs rencontrés ce matin ou hier soir. Donc Benoît Lanus, je voudrais que vous nous présentiez un peu cette association et nous dire quel est l'objectif, parce que Toulouse a la réputation d'investir beaucoup dans les transports en commun, le métro, etc. Qu'est-ce qui manque et pourquoi vous avez créé cette association? Oui, parce qu'il y a le tramway aussi, il y a beaucoup de choses quand même déjà. Oui, il y a des choses à Toulouse, mais en fait il y a une ville rose et une agglomérose. Une agglomérose parce qu'il y a une grande partie des habitants et des entreprises de l'agglomération toulousaine, de la grande agglomération toulousaine, c'est quand même 1,3 million d'habitants, qui n'ont pas d'alternative à la voiture individuelle. Et ça vaut pour les banlieusards, mais ça vaut aussi pour les Toulousains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, voilà, les transports en commun, le vélo ne sont pas une alternative pour un certain nombre de déplacements. Et quand vous êtes obligé d'avoir une voiture, après vous l'utilisez même pour des déplacements que vous pourriez faire sans. Et donc il faut réfléchir à qu'est-ce qui manque dans le système des mobilités pour permettre à plus d'acteurs, à plus d'habitants, d'entreprises, non pas de tout le monde abandonner la voiture, mais au moins de pouvoir réduire sa nécessité, être moins dépendant. Et pour ça, nous on a identifié qu'il manquait, en fait, entre le métro qui dessert très bien le cœur de l'agglomération toulousaine et les TER qui ont vraiment une vocation régionale, il manque des trains d'agglomération qui puissent offrir une alternative à la voiture, en tout cas être un élément manquant pour offrir un système de mobilité qui permette de réduire sa dépendance à la voiture. Et là où c'est un problème, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à tous ces habitants, par rapport à toutes ces entreprises qui n'ont pas d'alternative à la voiture, on leur met en place une zone à faible émission qui va exclure d'ici le 1er janvier 2024 40% des véhicules de la grande agglomération toulousaine vont être exclus de la majeure partie de Toulouse. Et en face de ça, on met en place des aides pour changer de véhicule, mais tout le monde ne va pas pouvoir changer de véhicule. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on propose? Et aujourd'hui, en fait, on voit qu'il n'y en a pas. Voilà. Et donc on peut comprendre qu'il y ait une certaine exaspération, colère de beaucoup d'habitants, mais aussi des entreprises. On a reparlé tout à l'heure avec le président du MEDEF de Haute-Garonne, qui effectivement est membre de Rallumons l'étoile. Et si effectivement Rallumons l'étoile est une association qui arrive à rassembler des centaines de citoyens, des associations comme France Nature Environnement, une trentaine de communes de tous bords politiques et des entreprises, y compris le MEDEF et la CPME, c'est parce qu'effectivement on essaie de montrer, on aura l'occasion d'en discuter, que pour permettre d'évoluer, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut améliorer, non pas en tirant sur la Lune, mais en essayant d'optimiser l'existant, en ayant des raisonnements économiques. On peut faire mieux, rapidement, en optimisant l'existant. C'est justement ce qu'on va voir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité? Bon, vous occupez essentiellement beaucoup de l'aviation, hein, mais finalement, l'avion, c'est le gros méchant loup, mais ça représente finalement pas énormément par rapport aux gaz à effet de serre générés par les transports, par rapport, par exemple, à tous les petits trajets. C'est les petits trajets qui sont le problème. Expliquez-nous tout ça. Oui, alors en fait, c'est vrai que l'aviation est souvent stigmatisée parce que c'est très visible, c'est un mode de transport très visible. Et les émissions de
gaz à effet de serre correspondant au transport d'un passager en particulier, donc la concentration sur ce passager en particulier est assez importante. C'est aussi la raison pour laquelle on se focalise beaucoup sur l'aviation. Mais c'est peut-être pas le point de cette table ronde. 3% des gaz à effet de serre du transport. Mais malgré tout, ça pose la question de la mobilité longue distance. Et par rapport à cette mobilité longue distance, il y a certains trajets, si on veut vraiment les effectuer, il faudra peut-être quand même passer par l'avion. La question se pose de comment on organise quand même cette mobilité, notamment à travers des problématiques qui sont finalement aussi de la mobilité, qui relèvent aussi de ou pertinentes, disons, par rapport à la mobilité urbaine, telles que l'interconnexion, l'intermodalité. La connectivité des différents modes de transport, l'accès à l'information aussi par rapport aux usagers. Est-ce qu'on sait comment organiser cette collaboration entre les différents modes de transport pour pouvoir proposer une offre, et là je rejoins ce que disait Benoît à l'instant, par rapport à une offre intégrée, ce qui semble être une des pistes très concrètes et très rapides, on va dire, à mettre en œuvre. Donc je pense que malgré tout, la mobilité longue distance et la mobilité courte peuvent être rejointes peuvent se rejoindre par certaines thématiques. Certaines problématiques sont communes. Ouais. Oui, notamment, effectivement, la connectivité. Ouais. Alors, il y a deux acteurs pour faire changer les choses, c'est effectivement les politiques et les consommateurs. Alors, les consommateurs, c'est pas gagné. La Dépêche du Midi a ouvert une plateforme pour que les citoyens puissent donner leur avis sur les mobilités et le changement climatique. Et bien, ils sont assez pessimistes. Ils sont pas très allants pour le changement de comportement. Je vous lis une ou deux réflexions. On va pas y passer des heures, mais le train, oui, mais compte tenu des retards et des grèves, bon, toujours la même histoire. C'est simple. On va autoriser la voiture seulement pour les riches, voilà, parce que c'est eux qui pourront acheter effectivement des voitures électriques. Autre commentaire, à Lyon, ils font payer les SUV. Bientôt, on va interdire de circuler. L'Union soviétique de l'écologie est à nos portes. Et puis alors la solution IACA, au lieu de taper sur les automobilistes, eh bien on tape sur les bateaux de croisière, les avions, les paquebots. Évidemment, c'est plus simple que se mettre en cause soi-même. Et puis je vous passe les IACA. On n'a qu'à faire une deuxième ligne de train et en cas bon. Donc voilà, on sent que les gens ne sont pas encore tout à fait mûrs pour changer leur comportement, mais peut-être qu'il faut leur donner envie et leur donner les outils. Et c'est justement ce à quoi vous travaillez, notamment vous étonnez qu'il n'y ait pas d'appli qui permette effectivement de comprendre comment on peut circuler avec les transports en commun ou avec les vélos dans Toulouse. Et vous dites que les hommes politiques ont plus envie de faire des gros investissements qui se voient bien, qui font la une de la Dépêche, plutôt que d'utiliser et de faire que l'existant soit plus performant. C'est un peu votre combat. Oui, alors du coup, nous, il y a un peu deux sujets. Il y a la question des attentes des usagers et leur capacité à évoluer, et la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer. Alors, il faut que ce soit simple et efficace comme utilisation. Voilà, alors, du coup, Rallume l'étoile milite pour être à la fois ambitieux et pragmatique, en disant qu'il faut être beaucoup plus ambitieux sur le long terme et pragmatique avec des réalisations par étapes, en commençant par optimiser l'existant. Et donc, on a fait le vœu d'un accord entre les principaux acteurs, et on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la question de la décision politique, le vœu d'un accord sur une première phase du RER toulousain d'ici 2029, sur la base de RER cadencé toutes les demi-heures de 5h à minuit, de tarification intégrée, de bus coordonnés, de système train plus vélo efficace comme aux Pays-Bas. Et alors je reviendrai comment on peut le faire à faible coût peut-être un peu après, mais par rapport à l'accessibilité, ce qu'attendent les gens. On a réalisé une étude, donc il y avait une petite dizaine de commentaires sur le site de la Dépêche. Nous, on a réalisé une étude avec 5000 personnes qui ont répondu de 300 communes de l'agglomération toulousaine, là, il y a quelques mois. On les a interrogés sur comment ils se déplacent, leur mode de déplacement, est-ce qu'ils sont satisfaits de leurs conditions de déplacement actuellement, et si on réalisait cette première phase de RER, les trains tous les demi-heures, de 5h à minuit, etc., est-ce que ça changerait leur vie? Sur les 5000 réponses, on a eu la moitié dont le mode de déplacement principal, c'est l'automobile et la moto, et la moitié dont c'est les TER, transports en commun, le vélo, la marche.
on a la moitié qui sont plutôt satisfaits de leurs conditions de déplacement et la moitié qui sont plutôt pas satisfaits. Et avec ça, en analysant ça, on a réalisé en fait 7 familles des RER toulousains. Et je voudrais insister plutôt sur celle des automobilistes et des motards. La famille des automobilistes et motards qui sont plutôt satisfaits, c'est un tiers de l'échantillon. Et eux, par rapport à est-ce que les propositions qu'on fait pourraient améliorer leur vie, ils répondent oui tout à fait à 35 ou 32%. Un tiers. Quand on regarde les automobilistes et les motards qui sont insatisfaits de leurs conditions de placement, donc c'est les 2 tiers, parce qu'effectivement, ils sont plutôt mécontents, les automobilistes et les motards, ils disent oui tout à fait à leur amélioration à 70%, 67%. Et quand on regarde leurs commentaires, on voit effectivement que beaucoup se plaignent qu'aujourd'hui, les solutions qu'on leur propose ne permettent pas d'être une alternative à la voiture. Parce que les bus sont pris, il faut 1 heure pour faire le déplacement en bus qui est pris dans les bouchons, parce qu'il n'y a pas de train après 21 heures, etc. etc. Et donc, on sent un intérêt pour les solutions. Et ce que montre Vincent Kaufmann, qui est professeur de sociologie urbaine à l'université de Lausanne, à l'EPFL de Lausanne, qui a fait des études sur l'évolution des mobilités dans plusieurs villes suisses entre 1995 et aujourd'hui, avec plusieurs étapes, c'est qu'effectivement, là où il y a eu de l'offre, les mobilités ont évolué. Et que, par exemple, la catégorie qu'il appelle les automobilistes exclusifs a quasiment disparu chez eux. L'automobile n'a pas disparu, mais effectivement, il y en a qui ont complètement basculé, et d'autres qui ont, suivant les déplacements qu'ils ont à faire, ils arbitrent, parce que finalement, c'est plus pratique pour certains trajets de le faire en transport en commun, en vélo, en marche. Mais en tout cas, les pratiques de mobilité ont vachement évolué en 30 ans. Et donc c'est pour ça que nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, il y a peu de monde dans les trains, malgré les efforts. Et on a la chance d'avoir une région Occitanie qui est volontariste. Mais on a quand même relativement peu de monde dans les trains, parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'offres. Et le premier raisonnement économique que nous, sur lequel on s'appuie, c'est que il faut mettre si on veut des gens dans les trains, il faut mettre des trains pour que les gens puissent monter dedans. C'est pas parce qu'ils sont vides qu'il faut réduire les cadences. Avant de vous passer la parole, je rappelle que vous pouvez poser des questions avec le QR code et elles sont bienvenues. Parlons des politiques, justement. Ce que vous me disiez quand on préparait l'émission, c'est que souvent les politiques, non seulement ils veulent faire des propositions qui sont clairement identifiées, on fait un métro, on fait un aéroport, des investissements massifs qui peuvent leur être attribués, mais quelquefois, comme il faut un temps très long pour réaliser les travaux, bien souvent c'est en décalage avec les besoins de la population qui sont des maillages plus fins. Vous avez étudié ça? Oui, alors peut-être pour contribuer aussi à ce que vient de dire Benoît, on peut revenir un peu sur les études aussi qui ont montré un certain nombre de choses sur les comportements individuels. Pourquoi c'est un problème important d'arriver à convaincre les passagers, les consommateurs d'utiliser un autre mode de transport que la voiture, c'est qu'il faut savoir que après enquête de l'INSEE en 2021, 42% des personnes utilisent leur voiture pour faire un trajet de moins de 1 km. 1 km, on met 10 minutes à pied, on met 5 minutes en voiture, 5 minutes pardon, en vélo, et en voiture, ça dépend. Ça dépend s'il y a de la congestion, ça dépend s'il y a du trafic ou non sur le trajet en question. Malgré tout, c'est assez effarant ce chiffre de 42%, et c'est effectivement ça qu'il faudrait arriver à changer. Soit en adaptant l'offre, comme Benoît l'a envisagé, mais on peut adapter l'offre à plusieurs niveaux, c'est-à-dire réfléchir sur également le rapport au temps que les consommateurs peuvent avoir, et la valeur du temps est quelque chose d'important, notamment à prendre en compte dans la prise de décision politique. Donc c'est comme ça que je fais le lien avec votre question sur la décision politique. Mais le temps, c'est une chose très importante que vous voulez dire. Vous dites que peut-être le rapport au temps va changer. On va peut-être être moins mobile, puisque par exemple on va travailler 2 ou 3 jours
à domicile. Oui. Le télétravail a changé beaucoup de choses. Donc si on bouge moins, on va peut-être accepter des modes de transport différents, avec des temps peut-être un tout petit peu plus longs, mais moins stressants. Ça, c'est très intéressant. Vous l'avez étudié, ça aussi. Oui, et repenser ce rapport au temps est probablement une des pistes à suivre. Et également, ce rapport au temps dans la modélisation économique, parce que moi je suis chercheur en économie, le trajet, le transport est toujours considéré comme un coût. Et donc on cherche toujours à diminuer ce coût, notamment en termes de temps passé dans les transports. Donc cette optimisation, à réduire ce temps de transport, plutôt que de réfléchir à une qualité de transport, c'est peut-être là que sont les pistes également d'évolution par rapport à nos comportements et à l'offre que l'on peut proposer en regard. Si par exemple, je reviens là sur la mobilité longue distance, je compare le train à l'avion. Demander aux passagers si ils arrivent à travailler dans l'avion ou travailler dans le train. Certains enfin, la plupart des études montrent que le temps utile dans un trajet en train est plus important que le temps utile dans un trajet en avion où il y a plus de bruit, il y a plus de fractures, de rupture de charge. Donc c'est assez important de pouvoir prendre en compte ça aussi, et dans nos modèles, et dans l'offre que l'on propose aux individus. Donc cette valeur du temps et cette acceptabilité aussi peut-être vis-à-vis du temps passé dans les transports est quelque chose à prendre en compte dans le... Avant de revenir aux décisions politiques, je fais un petit détour avec la question, parce que ça montre quand même, on est en train d'essayer de parler, de rendre les transports en commun plus accessibles, plus glamour, plus attractifs. Et on a une question. Que pensez-vous de mettre des quotas avec des taxes progressives sur l'achat des billets d'avion? On est quand même toujours sur le punitif, l'interdiction du méchant loup qui est l'avion, qui représente 3% des émissions carbone, plutôt que de remettre en cause son comportement personnel et sa façon d'évoluer personnellement. Mais quand même, je comprends quand même cette question, parce que si on regarde un aller-retour Lisbonne-New York, c'est 1 an de chauffage en Europe. L'équivalent énergétique. Donc c'est quand même assez important. C'est 1 an de chauffage en carbone. Oui. Donc je comprends cette question. C'est quand même très très concentré. Donc il y a très peu de gens qui finalement utilisent l'avion. En chiffre, on est à plus de 50% des habitants de la planète en nombre de passagers par an. Pour autant, c'est pas 50% de la planète qui voyage, qui utilise l'avion. Donc il y a aussi cet effet inégalitaire, inéquitable de l'avion. Donc ces quotas ou ces taxes progressives, je les comprends aussi. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut des taxes dissuasives et il faut une politique d'offres plus attractive. Plus attractive. Il faut les deux. Exactement. Je pense que c'est quand même là-dessus, on doit pouvoir proposer des solutions qui soient... Alors, Benoît Lanous, expliquez-nous comment on peut optimiser les transports dans la région toulousaine avec finalement très peu d'investissements, des applis, des vélos, des pistes. Expliquez-nous ce qui manque vraiment et pourquoi les politiques ne répondent pas à cette demande. On a d'abord besoin d'un système ferroviaire optimisé. Et la question des... Je vais rentrer d'abord par la question des déplacements longue distance. Aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on nous dit que créer une LGV, une ligne à grande vitesse pour Paris, c'est hyper important. Et donc, on va mettre des milliards. Mon objet, c'est pas de discuter de ça, mais en fait, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, le premier TGV pour Paris part à 6h24. Combien il y a de TER gérés par la région Occitanie qui arrivent suffisamment tôt pour permettre aux gens de venir prendre le premier TGV pour Paris? 0. 6 branches d'étoiles ferroviaires et tous les premiers TER arrivent trop tard. Et c'est pareil le soir. Les TGV pour Paris ils arrivent à 21h30, à 23h30 et à minuit 30, il n'y a plus de TER. Et donc là, pour moi, on est dans l'illustration à un moment donné, on n'a pas mis les choses en cohérence. Ça coûte aujourd'hui, si on veut inciter les gens, sans attendre la LGV, à prendre le TGV pour aller à Paris, il faut que dans cette agglomération de plus d'1,3 million d'habitants, ces personnes-là ne soient pas obligées de venir en voiture à Matabio pour prendre le TGV. Parce que du coup, dans ce cas-là, ils préfèrent aller à Blagnac, à l'aéroport. Donc l'intérêt du système ferroviaire, c'est normalement
que les trains locaux alimentent les trains longue distance et que les trains longue distance alimentent les trains locaux. Et là, en fait, on arrive sur une des absurdités du système, c'est qu'on a aujourd'hui, aux heures de pointe, grosso modo, je schématise, mais sur les 6 branches d'étoiles ferroviaires, on arrive à avoir un train toutes les demi-heures sur chaque branche. Parfois, c'est dans les deux sens, parfois, c'est juste le matin vers Toulouse et le soir en sortant de Toulouse. Mais, du coup, ça veut dire qu'en fait, on a des rames, on a des voies, et en fait, qu'on sous-utilise. Parce qu'aujourd'hui, on a des rames qui circulent 3 heures par jour. Des rames, elles peuvent coûter 5, 7 millions et demi à l'achat, et on les fait circuler que quelques heures par jour. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est déjà, si on pouvait commencer par voir qu'est-ce qu'il faut pour permettre à ce que ces rames, faire circuler plus les trains qu'on a déjà, sur les voies qu'on a déjà, pour offrir des trains tous les demi-heures de 5h à minuit. Là, il nous semble que, du coup, on est sur un modèle en fait, qui existe partout ailleurs, hein, ce qu'on appelle l'exploitation à coût marginal, parce que le ferroviaire est une industrie avec des coûts fixes très importants, les rames et les voies. Et donc, faire circuler plus ces trains qu'on a déjà, sur les voies qu'on a déjà, ben oui, ça coûte un peu plus de personnel, un peu plus d'entretien, un peu plus de péage. Mais si vous savez que dans votre gare à côté de chez vous, vous avez un train qui est tous les jours, quelles que soient les heures, quelles que soient les semaines, à la même minute, vous savez que chez vous, vous avez votre train à 19 et à 49 tous les jours. Et bien en général, ça fait exploser la fréquentation et grosso modo, le surplus de dépenses est compensé par le surplus de recettes. On arrive rarement à équilibrer complètement, mais n'empêche qu'aujourd'hui en France, sur les TER, on est plutôt sur les taux de couverture. Donc, que couvrent les dépenses des usagers? C'est plutôt 25% du coût. Et la semaine dernière, on avait un webinaire avec le témoignage du responsable de l'offre des transports en commun de Lausanne, et qui disait qu'avec des trains cadencés à la demi-heure, ils avaient, y compris sur les territoires ruraux, ils arrivaient à des taux de couverture de 60% et 100% et certaines lignes étaient bénéficiaires. Voilà, donc nous, on dit, essayons de voir si on ne peut pas commencer à faire ça. Parce que si on veut faire ça, ben peut-être que du coup, on va se poser des questions qui ne sont pas, avant de réfléchir à augmenter la taille des tuyaux, parce que SNCF Réseau réfléchit comment j'augmente mes tuyaux pour pouvoir gérer l'heure de pointe, on va essayer de réfléchir à comment on améliore comment on fait pour que la maintenance des rames et des voies soit faite plus la nuit et le week-end, tout en réfléchissant à offrir des sillons quand même pour le fret qui tiennent la route. Comment on cadence tout ça pour optimiser, essayons d'améliorer d'abord tout ça, et du coup, les investissements qu'il faut sur les prochaines années, c'est peut-être pas les choses clinquantes, mais effectivement, c'est comment on résout les petits trucs pour optimiser l'existant, et après on verra la suite. Alors, il y a pas mal de questions, c'est un sujet qui touche les gens. On pose une question sur est-ce qu'il ne faut pas baisser le prix du train par rapport à celui de l'avion? Quelquefois, l'avion est moins cher. Oui, la tarification est clairement un moyen d'intervenir, sauf que ce sont des marchés qui fonctionnent séparément. Indépendamment. Et on ne décide pas du prix que la compagnie aérienne décide de fixer. Malgré tout, il y a des systèmes de subventionnement dont on sait qu'elles supportent l'activité notamment des low cost. C'est encore un autre débat. Mais la tarification, oui, est un moyen d'intervenir. Mais je pense que c'est... ce qu'on essaye d'amener aussi là avec le propos de Benoît Lanus, c'est vraiment de se dire que les consommateurs sont vraiment en demande aussi d'une meilleure qualité qui serait apportée, et à ce moment-là, si la qualité et l'offre en face est là, il n'y aura pas de problème à faire ce choix qui prendra en compte ces composantes de qualité qui sont finalement pas nécessairement incluses dans le prix. Et pourquoi ce qui a été fait notamment donc en Suisse a si peu d'écho auprès des politiques en France, qui est finalement du small, des petites adaptations, des petits pas, plutôt que des gros investissements. Expliquez-nous un peu le decision making à la française n'est pas toujours très... Oui, très alors sur ce point de vue-là, il y a effectivement des choses à dire, mais si on revient sur les investissements qui ont déjà effectués, il me semble que commencer effectivement par rentabiliser les investissements initiaux, c'est-à-dire les coûts fixes qui ont été investis afin de dimensionner un réseau, c'est complètement aberrant de ne pas arriver à se dire qu'il faut
rentabiliser ce réseau, lui utiliser ce réseau tel qu'il est, plutôt que de chercher des moyens de peut-être s'adapter à une demande qui serait juste des demandes de périodes temps horaires qui sont. Mais on a bien compris ça, mais pourquoi les politiques ne réagissent pas à ça et ne répondent pas à cette demande? Vous avez envie de répondre? Oui, parce que ce que je vais dire, c'est que chacun reste dans son couloir et que à partir du moment où quand la région Occitanie dit notre objectif c'est faire plus 25% ou plus 30% de voyageurs d'ici 10 ans, quand on dit ça, c'est bien. Mais quand on pense que les trains, les TER qui sont sur l'étoile ferroviaire toulousaine, c'est 30 000 voyageurs par jour, alors que les 1,3 million d'habitants de la grande agglomération toulousaine, ils font 5 millions de déplacements. Mais en fait, du coup, suivant l'indicateur qu'on prend, on se dit, où je suis bon, ou alors en fait, du coup, on n'est pas bon. Enfin, on n'est pas du tout, malgré les efforts, on n'est pas au niveau, et donc du coup, il faut penser différemment. Et la problématique, en plus, c'est qu'effectivement, il y a une dispersion des responsabilités, et chacun se renvoie la patate, plus ou moins diplomatiquement. Quand on dit, nous, qu'il faut, au début, quand on disait qu'il fallait des trains d'agglomération, des RER, TCO, qui s'occupait des transports en commun, d'agglomération, disait, ah mais train, c'est pas moi, c'est la région. Oui. La région disait, ah mais agglomération, c'est pas moi, c'est TCO. Et ils ont un versement mobilité, et donc c'est leur boulot. Et puis après, on nous dit, ah oui, mais après, en plus, on a des problèmes de réseau. Le réseau, en fait, il est plein de rustines. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a du mal à utiliser. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même voir qu'il y a des lignes qui sont faites pour avoir des trains tous les demi-heures, dans les deux sens, y compris des voies uniques. Parce que tous les quarts d'heure, il y a une gare, normalement, où les trains se croisent. Et bien, en fait, aujourd'hui, SNCF, que ce soit les SNCF, alors, entre SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, je ne vais pas leur renvoyer leurs patates, ils se débrouillent, mais ils n'arrivent plus à exploiter ces lignes pour faire la demi-heure de manière fiable. Et l'État, en fait, sous-investit depuis des années sur l'état du réseau. En Suisse, ils disent, leur objectif, c'est d'avoir le réseau qui soit à l'état nominal, qui soit nickel, chrome, tout le temps, pour pouvoir l'utiliser au maximum. Mais nous, en fait, on a des rustines partout. Et donc, ça complique aussi forcément les exploitants voyageurs ou les exploitants pour le fret, pour pouvoir l'utiliser, ce réseau, au maximum. Donc, aujourd'hui, il nous semble qu'on est vraiment sur un peu un instant vérité. C'est-à-dire que, à force, on se renvoie la patate, mais si on veut démarrer, si on veut que ce soit sur le RER toulousain, mais aussi sur les autres domaines du ferroviaire, si on veut vraiment acter qu'on arrive à avancer, les prochains mois peuvent être un peu un moment vérité décisif. L'État a annoncé qu'il voulait faire un plan 100 milliards en début d'année, mais depuis, on n'a aucune concrétisation sur qu'est-ce qu'on fait, quand, dans quelles échéances, etc. Or, il est important de donner un cadre, qui est une programmation pluriannuelle. Deuxième truc, c'est sur le RER toulousain, l'État, la région et les principales collectivités vont négocier dans les 3 prochains mois le volet mobilité du contrat plan État-région 2023-2027. Et donc, je disais, si on veut réfléchir à qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire la demi-heure de 5h à minuit, là, progressivement, d'ici 2029, et avec des choses qu'on peut faire dès 2025 pour accompagner la ZFE, mais je veux pas... C'est maintenant qu'ils doivent se mettre d'accord, et il faut arrêter de tourner autour du pot. Parce que nous, on a réussi à créer un consensus. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut un RER toulousain, mais personne ne dit comment on avance. Et donc, il faut que ce contrat plan État-région soit le moment d'un premier accord, parce que s'il n'y a pas accord là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de réelles avancées avant 2030. Et donc, du coup, on notera la responsabilité des uns et des autres aux élections municipales, aux élections nationales et aux élections régionales. Merci. Le temps passe. Je vais vous demander de conclure et en même temps de répondre à 2 questions. Il y a quelqu'un qui demande quid de la navette autonome pour le dernier kilomètre et quid du forfait à 49 € sur le train comme en Allemagne. Est-ce que c'est efficace? Et puis donc après une réflexion globale sur ce qu'on a dit et sur l'évolution des transports. Alors la navette autonome sur le dernier kilomètre, alors ça ressemble à ce que les logisticiens en matière de transport de marchandises essayent de mettre en place. Et je pense que c'est effectivement une piste à suivre. Ça pourrait être vraiment quelque chose de positif. Je ne pense pas que ce soit, enfin à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui
envisagé. Pour autant, ça pour le transport personnel. Ouais. Ça repose la question finalement de la coordination et de ce manque de coordination et ce manque de remontée d'informations au moment de la prise de décision. Puisque comme vous le disiez, il y a 2 temps, il y a le moment de la prise de décision et le moment de l'implémentation. Et souvent, quand on décide de certaines politiques qui engagent, en ce qui concerne les transports, souvent des investissements conséquents, on les prend à un moment donné et la mise en œuvre va finalement être décalée dans le temps. Ces investissements prennent du temps à être réalisés et à partir de là, s'il n'y a pas d'interaction et de réactivité ou de flexibilité par rapport à l'ajustement vis-à-vis de ce que la société civile demande également, donc ça re-questionne le processus démocratique ici, l'association de la société civile au moment où on décide de l'implémentation et plus seulement au moment où on décide où on prend la décision de l'investissement. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Sur l'Allemagne, je ne répondrai pas parce que je ne connais pas les effets. Je n'ai pas d'études. Le 49 € en Allemagne, le forfait. En fait, ces 2 questions posent des sujets hyper importants. Alors, la navette autonome et le forfait national en Allemagne sont des outils, mais pose que si on veut offrir des alternatives à la voiture, il faut permettre aux gens de se déplacer facilement d'un point A à un point B. Donc, j'ai beaucoup développé pourquoi sur le ferroviaire on pouvait faire mieux, mais effectivement, et ce que j'ai expliqué s'applique autant aux lignes urbaines qu'aux lignes rurales, des lignes qui peuvent cadencer à l'heure ou toutes les 2 heures. Mais du coup, il faut penser la globalité pour que les gens puissent basculer. La navette autonome, en fait, ce que ça fait écho chez nous, c'est qu'on dit, déjà, on devrait faire en sorte, aujourd'hui, on a des réseaux de bus qui sont parallèles aux voies ferrées, avec des horaires pas coordonnés avec ceux des trains, et en fait, on devrait avoir des lignes de bus qui rabattent vers les gares, et qui, comme en Suisse, il n'y a pas besoin d'avoir tous les 5 minutes, mais il y a besoin que les bus arrivent systématiquement avant que le train arrive, pour ceux qui veulent monter dans le train, et qui repartent systématiquement après, pour que les gens qui descendent du train puissent aller ailleurs. Donc ça ne suffit pas de mettre un forfait à 49 €, il faut que aussi le système fonctionne. En fait, il faut un système global. Et la tarification, c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, si vous habitez dans la banlieue toulousaine, vous voulez à Toulouse, et que vous voulez réfléchir à comment je fais pour en tarification, il va falloir prendre un bus qui coûte 2 €, qui dépend de la région, mais qui n'est pas compatible, c'est pas le même billet que le TER qui est aussi géré par la région. Et après, vous allez arriver dans Toulouse, et c'est encore une autre tarification de TCO, etc. En fait, ailleurs, il y a plein d'endroits où ils ont réfléchi à des communautés tarifaires qui doivent fonctionner de manière lisible, et pour les abonnés, et pour les occasionnels qui représentent la moitié des usagers des transports en commun. Et il faut que ce soit simple. Donc voilà, ça doit se réfléchir. Et aujourd'hui, on en est loin, et ça vaut le cas, c'est le cas pour Toulouse, mais aussi ailleurs. Voilà, il faut que pour les gens, ce soit simple. Il faut que pour les entreprises, ce soit simple. Et dans ce cas-là, il y aura du monde. Vous vouliez dire un dernier mot ? Juste ajouter que c'est le produit d'intermodalité, il faut que ce soit un produit intégré. Les exemples d'intermodalité qui ont fonctionné, notamment sur le longue distance entre le train et l'avion, sont des exemples où le produit est intégré. C'est-à-dire que vous achetez un produit, un voyage, et puis effectivement, on va vous dire vous allez prendre le train, ou alors vous allez prendre l'avion. Mais en fait, vous achetez un produit et pour vous c'est simple. Pour l'individu, il faut que ce soit simple, parce que sinon, la bascule, le changement de comportement ne se fera pas. D'accord. Merci. Merci. Peut-être juste un petit mot de conclusion sur la décision. Pour revenir sur Allumons l'étoile, c'est aujourd'hui tous ces sujets-là, ils sont complexes techniquement, ils sont complexes politiquement, ils sont complexes financièrement, et du coup, ça reste un débat d'initiés. Et justement, pour trouver des solutions, tant que ça reste un débat d'initiés, en fait, on voit qu'ils ont du mal à trouver des solutions en commun. Et l'important pour arriver à faire bouger les lignes, ce que c'est faire Allumons l'étoile, mais ce que peuvent faire d'autres ailleurs, c'est comment des acteurs qui aujourd'hui n'ont pas voix au chapitre, là, je parlais des maires des petites communes, des citoyens, des associations, les entreprises qui doivent monter au charbon parce qu'on leur impacte les aider des feux alors qu'on ne les consulte pas en amont, comment permettre à tous ces acteurs-là de participer au débat en se rassemblant pour finalement unir leurs forces pour pouvoir dire bon là il y a des sujets, nous on va être sur la table, à table de discussion et on veut qu'il y ait des avancées concrètes. Voilà, ça me semble hyper important. On n'est pas obligé toujours de constater, à attendre que les acteurs décisionnaires se décident à trouver un accord commun. On peut aussi contribuer à y arriver.
Et pour ça, je ne peux que vous inviter à adhérer à Rallument Étoile, que vous soyez des citoyens, des associations, des entreprises ou des élus. Voilà. Plus on est nombreux, plus on arrive à faire bouger les lignes. Merci. On revient au sujet démocratie et changement des comportements. On ne le fera pas sans une bonne dose de démocratie. Merci beaucoup et on vous retrouve après le déjeuner.